Bonjour à tous. Alors, pour ce nouveau chapitre, comme vous l'avez constaté avec cette introduction, nous allons nous intéresser au développement des êtres vivants. Donc les êtres vivants, je vous rappelle que c'est quelque chose qui respire, se reproduit et se nourrit. Donc ici, on a les végétaux et ici, les animaux. Donc là, vous voyez bien que pour passer du bébé à la personne âgée, eh bien, l'être vivant s'est développé et donc il a acquis de nouveaux organes, etc., des nouvelles fonctions. C'est la même chose ici, dans le champ, là on voit qu'ici il n'y a pas de fleurs, là il y a des fleurs, ça signifie qu'entre ce moment-là et ce moment-là, les végétaux se sont développés. Donc la définition du développement, c'est donc la capacité d'un être vivant à acquérir de nouveaux organes. C'est une définition qui va être importante tout au long de ce chapitre, donc vous pouvez la noter dans votre cahier ou bien la mettre de côté pour ne pas l'oublier. Alors, dans votre cahier, vous avez pris une nouvelle page, comme c'est un nouveau chapitre, et comme d'habitude, vous avez écrit en rouge « Chapitre 7 – Développement et modification des êtres vivants au cours de leur vie ». Et la grande problématique de ce chapitre est « Comment les êtres vivants se développent-ils au cours de leur vie ?» Le grand 1, c'est le développement des végétaux, exemple des plantes à fleurs, et le petit problème que l'on va essayer de résoudre pour essayer de répondre à la problématique, et comment les végétaux se développent-ils. Donc ici, vous avez écrit votre propre hypothèse. Selon vous, comment les végétaux se développent-ils? Comment on passe d'un champ, par exemple, où il n'y a rien, à plein de fleurs? Donc dans votre cahier, toujours, vous avez écrit le titre du grand A, le cycle de développement, donc ça veut dire de vie. Le cycle de développement, c'est le cycle de vie. C'est la même chose des végétaux. Alors, l'activité ensuite que vous avez dû réaliser est celle-ci. Alors, dans cette activité, vous avez travaillé la compétence de la démarche scientifique qu'on va beaucoup travailler en SVT en cycle 3 et en cycle 4, où il s'agit de déduire des informations pour ensuite faire une conclusion, trouver une nouvelle information scientifique. Donc vous avez normalement imprimé ces 4 pages pour pouvoir bien travailler. Ici, vous avez une succession de définitions, donc elles seront très utiles pendant toute l'activité pour comprendre le vocabulaire, comprendre de quoi il s'agit, et vous aider à répondre aux différentes questions des différents exercices. Alors, ici, donc, on a la base d'un schéma, d'un cycle de vie, d'un végétal, ici le haricot. Vous voyez, ce schéma-là, il est vide, on a des flèches, des cases, il va falloir les compléter. Donc pour cela, vous aviez une première partie, donc, sur le développement des plantes à fleurs, donc c'est un végétal, comment les plantes se développent-elles. Donc là, vous aviez une succession de petites photos, qui ont été prises justement sur un plant de haricots qui s'est développé. On a pris plusieurs photos et moi ce que je me demandais c'était de me reconstituer les étapes du développement du haricot. Donc il fallait déjà retrouver l'ordre des photos, la chronologie des photos et ensuite associer chaque photo à sa petite légende. Donc le cycle de vie, je vous ai mis que ça commençait par la graine qui est ici, c'est l'étape 1. Donc ensuite vous avez sûrement trouvé que l'étape numéro 2, c'était cette photo-là. On voit la graine, là, qui est en train de germer. Graine de haricot germée. Donc ça, c'est l'étape 2. Ensuite, une fois que cette petite graine a germé, on voit encore le reste de graines ici. On a ici l'étape numéro 3, avec le jeune plant de haricot qu'on appelle aussi plantule. Si vous avez un jardin, vous regardez dans la terre, et bien parfois vous verrez des petites plantes comme ça, avec 2 feuilles, là. Et bien ce sont des plantules d'une future plante. Toutes les plantules se ressemblent un petit peu, vous verrez. Ensuite, l'étape numéro 3, eh bien, il s'agit de l'étape numéro 4, pardon, de celle-ci. La plantule va se développer encore une grande plante et ensuite, elle va donner des fleurs. Pour ça qu'on travaille sur l'exemple des plantes à fleurs. Toutes les plantes ne donnent pas de fleurs, mais ici, on travaille sur l'exemple des plantes à fleurs. Donc ici, on a plant de haricot en fleurs. La plantule, c'est quand c'est une petite plante, et le plant, c'est quand la plante est grande et adulte. Donc là, c'est en fleurs. Et l'étape numéro 5, ensuite, c'est celle-ci, où on a justement, c'était ça qui était compliqué, c'est de passer de cette étape à cette étape-ci. On a ici les haricots verts, donc ce sont le résultat de la transformation de la fleur en fruit. Vous aviez la légende là pour vous aider à trouver la bonne photo. On voit que là on a des fleurs, là on a les légumes en cuisine que vous connaissez bien, les haricots verts,
Et donc nous, on avait vu au cours de l'année que tous les fruits et légumes étaient des fruits. Donc transformation de la fleur en fruit, c'est cette étape qui succède à la fleur. Et enfin, dernière étape de mon cycle, c'est un zoom sur l'intérieur du haricot, où on voit toutes les petites graines à l'intérieur. Donc il fallait mettre l'étape qui est celle-ci, haricot vert contenant les graines. Donc voilà pour ces étapes. Si vous les avez remis dans l'ordre, collés et mis les légendes au bon endroit, ça donne ça sur votre cycle. Voilà, donc là on commence par la graine germe, on a ça, ça donne une petite plantule, un bébé plante qui grandit, qui va donner une plante à fleurs. Plus tard, les fleurs vont se transformer en fruits, on a nos haricots, et si on ouvre un haricot, on a ça, on a les graines à l'intérieur. Ensuite, vous deviez travailler sur le développement des plantes à fleurs. Comment les plantes se développent-elles? C'est-à-dire, là on a vu le cycle, mais comment c'est possible? Comment on passe d'une graine à une graine germée? Alors, ça implique de comprendre quelles sont les conditions favorables à la germination d'une graine. C'est le problème numéro 2. Problème B, la germination. On a vu le développement des plantes. Comment c'est possible? Comment une graine germe? Donc là, on travaille encore sur la démarche scientifique, déduire, conclure. Il fallait écrire ici votre hypothèse sur la germination de la graine. En exemple, moi, je vous ai proposé que une graine pour germer a besoin de terre. C'est une hypothèse qu'on peut faire. On peut se dire, une graine pour germer, elle a besoin de terre. Donc ça, c'est mon hypothèse. Vous pouviez aussi mettre qu'une graine pour germer a besoin d'eau, a besoin de chaleur émise par le soleil ou a besoin de lumière. Vous mettiez ce que vous voulez ici, ça n'avait pas d'importance. Là, la difficulté, c'était d'identifier la variable, c'est-à-dire l'élément qui change. Par exemple, si je pense qu'une graine pour germer a besoin de terre, ce qui va changer, ça va être la présence de terre. Ça veut dire, si je pense que la terre est essentielle pour la germination d'une graine, si je mets une graine sans terre, elle ne germera pas. C'est ça ma variable, ce qui va changer. Donc c'est la terre dans mon exemple. Donc selon l'hypothèse que vous avez écrite, la variable était soit l'eau, la chaleur, la lumière, etc. Il fallait ensuite formuler les conséquences vérifiables que vous pouvez vérifier dans le cas où votre hypothèse était vraie. Toujours dans mon exemple avec ma terre, si mon hypothèse elle est vraie, alors en présence de terre la graine germe et en absence de terre elle ne va pas germer. C'est la même chose pour toutes les hypothèses. Par exemple encore, si on pense que l'eau est essentielle à la germination de la graine, alors en présence d'eau la graine germe, en absence d'eau elle ne germe pas. Donc là vraiment la difficulté c'était de comprendre comment vérifier les conséquences possibles de notre hypothèse si elle était vraie. Donc là, vous avez formulé toutes vos hypothèses possibles et ensuite vous aviez des petites photos avec les résultats d'expérience qu'il fallait analyser pour bien réussir à valider ou non les hypothèses. Donc ici, on a fait plusieurs petites expériences dans l'objectif de valider ou non nos hypothèses. Nos hypothèses, c'est des suppositions, c'est pas sûr que ce soit juste. Donc pour faire ces expériences, on a utilisé ici des graines. Donc vous pouvez même faire l'expérience à la maison, des petites boîtes de pétri en plastique, du coton, et on a testé les différentes conditions expérimentales, donc la présence ou l'absence de terre, de lumière, l'humidité pour l'eau et la température, qui représente la chaleur émise par le soleil. Donc pour simplifier ici, je vous ai indiqué tout de suite que les expériences testées avec la terre et la lumière n'ont pas montré de résultats positifs. Ça veut dire que quand on a essayé de faire germer des graines dans la terre ou exposées à la lumière, ça n'a pas fonctionné. Donc ces hypothèses-là, elles ne sont pas validées. On a simplement, ici dans les expériences que je vous propose, qu'on a vraiment testées, c'est la présence du coup d'humidité et la température. Lumière et terre, c'est invalidé. Alors, au début de l'expérience, on a pris une boîte de pétri, on a tapissé la boîte de coton et par-dessus on a mis des graines, donc là des graines de lentilles, et on les a espacées. Donc ça, c'est le début de l'expérience. L'expérience, on l'a fait durer sur 9 jours. Donc on a pris plusieurs boîtes, donc 3 boîtes différentes. Donc dans la première boîte, on a laissé ça comme c'était, la boîte, le coton et les graines.
on n'a rien ajouté de plus et on a laissé la boîte à température ambiante à 21 degrés. Donc il n'y a pas d'eau et c'est plutôt chaud, c'est 21 degrés. Ça c'est au début de l'expérience et 9 jours après c'est la même chose. Dans une autre boîte, on avait ça au début de l'expérience et on a ajouté dedans de l'eau. Ici c'était sec, là on a ajouté de l'eau. 9 jours après, on obtient ça. On a plein de plantules. Vous voyez, il y a encore la graine, là, les petites feuilles. Plein de bébés plantes. Donc la graine ici semble avoir germé. Et dans une troisième boîte, on a repris la même chose, une boîte de pétri, du coton, les graines, sauf que on a ajouté de l'eau cette fois-ci encore. Mais cette fois, la boîte, elle est placée au réfrigérateur. Vous voyez, c'est à 5 degrés. Alors moi, ce que je vous demandais ici, c'était de compléter le tableau avec vos observations. Donc les observations, je vous rappelle que vous devez décrire ce que vous voyez, ce que vous observez. Faites simplement un constat de ce qui est visible ici. Donc au début de l'expérience, vous voyez bien qu'à chaque fois, on a le même montage. Donc c'est la boîte de pétri, le coton, les graines. Vous voyez bien qu'à chaque fois, la graine, elle est toute seule, elle n'a pas germé. Donc là, vous deviez écrire par exemple absence de germination, pas de germination, ou que vous n'observiez tout simplement rien. Ensuite, 9 jours après le début de l'expérience, vous voyez que pour qu'une graine germe, il faut quand même pas mal de jours, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On observe que la boîte placée à température ambiante sans eau, il ne se passe toujours rien, c'est comme au début, donc il n'y a pas de germination. C'est la même chose, donc il n'y a rien qui s'est produit. Par contre, la boîte placée à 21 degrés à température ambiante dans laquelle on a ajouté de l'eau, on observe bien au bout de 9 jours que ça a germé. Donc là, vous pouviez écrire ici germination. La graine, elle a germé. Et enfin, dernière boîte, la petite boîte de pétri placée en milieu humide mais au réfrigérateur, de la même façon que là, n'a pas germé. Pas de germination ici. Donc au final, il n'y a que quand la boîte était avec de l'humidité et à température ambiante que ça a germé. Donc les conditions favorables à la germination, à partir de vos résultats d'expérience, vous pouviez indiquer donc que pour que la germination soit possible, il faut que les graines soient placées à l'humidité. Vous voyez que c'est important, mais aussi à température de 21 degrés. L'humidité seule, ça ne fonctionne pas, et 21 degrés seul, ça ne fonctionne pas non plus pour qu'il y ait germination. C'est vraiment l'association de l'humidité et des 21 degrés qui font que la graine va germer. Donc ensuite, il fallait indiquer si votre hypothèse était validée ou non. Donc si vous avez mis la terre, ça ne fonctionnait pas. La lumière, c'était pas possible non plus. Simplement l'humidité ou simplement la température non plus. C'est vraiment l'association de et la température et l'humidité. Il fallait ensuite compléter le schéma pour indiquer les conditions favorables à la germination, donc ici. Conditions pour la germination, et bien maintenant on sait qu'il faut une température de 21 degrés, donc de la chaleur et de l'humidité, c'est-à-dire de l'eau, pour qu'il y ait germination. Faites l'expérience à la maison, vous prenez des petits pots, vous mettez des graines dedans, et vous pouvez retester les conditions expérimentales de l'activité, et vous verrez que la graine va germer en présence d'eau et de chaleur. Et enfin, dernière partie d'activité sur le cycle de vie. On a compris comment la graine germe et on voit après que la graine se développe, grandit, mais on ne sait toujours pas comment c'est possible qu'on passe d'une plante qui a des fleurs à des fruits. Comment cette transformation est possible. C'est un peu bizarre. Un jour on a des fleurs, le lendemain on a des haricots. Comment c'est possible? Donc là vous avez un petit texte à me rédiger pour m'expliquer tout ça. Alors, si je reprends les documents que vous aviez. Voilà. Donc, le titre de la petite partie d'activité, c'était la reproduction sexuée des plantes à fleurs. Donc déjà, vous aviez un indice. Alors, comment expliquer la transformation de la fleur en fruit chez les plantes à fleurs? Au cours du printemps ou de l'été, on peut observer de la poussière jaune s'échapper de certaines fleurs. Il s'agit du pollen. On peut observer sur la photo ci-dessous la partie de la fleur qui produit ces grains de pollen. Donc là, vous avez sûrement remarqué pendant le confinement que plein de poussière jaune volait partout, que les voitures sont couvertes d'une fine couche de poussière un peu jaune. Et en fait, vous savez maintenant que cette couche fine, c'est du pollen. Et si on regarde la définition du pollen, on nous dit tout de suite que le pollen
Ce sont des grains libérés par les étamines contenant les cellules reproductrices mâles de la fleur. Donc, dans le pollen, il y a les cellules reproductrices mâles de la fleur, et vous savez en plus qu'il y a une cellule maintenant. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle fleur que vous trouvez dehors et essayer d'identifier ses structures. Donc une fleur, vous avez les pétales qui sont souvent colorés et pour attirer les insectes. Vous avez là les petits éléments verts qui s'appellent des sépales. Un élément au milieu un peu plus épais, c'est un ovaire, ou des fois c'est un petit peu rond, ça fait une petite boule. Et à l'intérieur, si vous le coupez en deux avec un couteau ou demandez à vos parents, vous verrez dedans, il y a plein de petits ovules. Vous avez dans la fleur des étamines, là les petits bouts que vous voyez qui contiennent un peu du pollen à l'extrémité, ce sont les étamines. Et enfin l'élément central un peu plus épais qui s'appelle le pistil, l'organe reproducteur femelle. Donc si vous prenez une fleur n'importe laquelle dehors, vous pouvez retrouver toutes ces structures, les sépales, les pétales, les étamines, le pistil. Et vous voyez que le pollen que vous avez observé par vos fenêtres et sur vos voitures, eh bien en fait, il vient des étamines de la fleur. C'est les fleurs qui produisent ce pollen. Donc la fleur, elle est constituée d'organes reproducteurs femelles et d'organes reproducteurs mâles. Il y a les deux sur une même fleur. Sur cette photo, là, on voit qu'on a une transition d'une fleur en fruit. On voit le petit pois qui se forme et ici, on observe bien les graines dans le fruit du petit pois. Alors, là, on a fait une petite expérience sur la reproduction du petit pois. Donc, je ne vais pas reprendre ici les expériences parce que vous avez bien dû les lire. Mais cette expérience-là mettait bien en évidence que quand on protège le pistil avec une gaze, donc comme une compresse en fait, eh bien le pollen il peut pas franchir et passer à travers la gaze et donc il peut pas aller sur le pistil. Et quand c'est comme ça, eh bien le pistil il peut pas se transformer en fruit. Si j'ai pas d'étamine ou si je bloque le passage de mon pollen des étamines vers le pistil, eh bien, je ne peux pas obtenir de fruits. Par contre, si je laisse bien ma fleur comme ça intacte, mes étamines et mon pistil, eh bien, bizarrement, mon pistil va se transformer en fruit avec les graines. Si je prends à la main du pollen que je dépose sur mon pistil, même si j'ai plus d'étamines, j'ai aussi la transformation de ma fleur en fruit. Ça veut bien dire que le pollen et le pistil, ils ont un rôle à jouer dans la reproduction de la fleur. Et enfin ici, vous avez un petit texte vous expliquant que les plantes à fleurs, elles vivent éloignées les unes des autres, et donc elles ne peuvent pas se déplacer pour se reproduire. Donc ça, vous le savez bien, si vous voyez les fleurs dans votre jardin, elles sont toutes espacées les unes des autres, elles sont bloquées, elles sont fixées au sol. Mais cette difficulté, elle est levée grâce aux étamines, donc ces éléments-ci, parce que les étamines vont libérer plein de grains de pollen qui vont être transportés vers le pistil de la fleur par le vent ou par les insectes, par les animaux. Donc le transport du pollen des étamines vers les pistils des autres fleurs, ça s'appelle la pollinisation. Donc si vous voyez une abeille ou un insecte dans les fleurs et que vous observez, vous verrez que l'insecte a plein de pollen sur son dos pour le transporter à une autre fleur. Mais au final, sur les millions de grains de pollen qui sont fabriqués, il n'y en a qu'une petite quantité qui va arriver sur une autre fleur. Et donc il faut vraiment beaucoup de grains de pollen pour que ça fonctionne, ce transport au bon endroit sur une autre fleur. Et donc le pollen, lorsqu'il arrive sur le pistil d'une autre fleur, mais de la même espèce, donc une même fleur qui lui ressemble, quoi, eh bien, alors ça va être la reproduction de la fleur. Le pollen va permettre de féconder les ovules. Donc les ovules, si je regarde la définition, on me dit que les ovules, ce sont les cellules reproductrices femelles. Donc le pollen, il contient les cellules reproductrices mâles. Et donc quand le pollen rentre en contact avec le pistil, eh bien, on va avoir la fécondation des ovules qui sont les cellules reproductrices femelles. C'est comme ça que la reproduction de la fleur est possible. Le pollen va permettre de féconder les ovules. Et à ce moment-là, la fleur, elle change, elle se transforme. L'ovaire se transforme en fruit et les ovules deviennent des graines. Quand la fleur va être à grande maturité, qu'elle va vraiment être très développée, eh bien le fruit il s'ouvre et les graines sont libérées. Comme un fruit qui est très mûr, il s'ouvre et ça libère les graines qui de nouveau vont germer pour donner de nouvelles plantes, etc. Donc vous voyez bien ici, là,
que l'ovaire qui était là, bah finalement c'est la structure du fruit de mon petit pois là. C'est l'enveloppe des petits pois. Et tous les ovules, c'est ce qu'on mange, ce sont des graines de petits pois. Donc tout ce que nous on appelle fruits et légumes, en réalité ce sont des fruits. Le mot légume, c'est juste un terme de cuisine. Donc vous deviez compléter les cases du schéma avec les mots pollinisation, reproduction et floraison. Alors, ici, on a bien la floraison. La plante donne des fleurs, donc floraison c'est pour l'apparition des fleurs. Donc attention, c'est pas vraiment le nom d'une étape, enfin si c'est le nom d'une étape, mais c'est pas... je sais plus, j'ai vu ça dans certaines copies, mais attention, c'est pas la plante donne une floraison. La floraison, c'est vraiment le fait qu'une plante donne des fleurs. Ensuite, lorsque les insectes ou le vent transportent le pollen d'une plante à une autre, c'est la pollinisation. Et la reproduction, c'est quand le pollen arrive sur le pistil d'une autre fleur pour faire sa reproduction. On a la reproduction de la fleur qui donne le fruit. Donc là, il fallait bien mettre ces 3 mots-là. Et ensuite, je vous demandais de m'expliquer un petit peu comment fonctionne la reproduction de la plante à fleurs, c'est-à-dire expliquer la transformation de la fleur en fruit chez les plantes à fleurs. Donc la transformation de la fleur en fruit, c'est donc la reproduction des fleurs. Et c'est sexué. Pourquoi c'est sexué? On dit que la reproduction elle est sexuée parce qu'on forme un nouvel être vivant, donc une nouvelle plante à partir d'une graine, grâce à une cellule reproductrice mâle et une cellule reproductrice femelle. La reproduction elle est sexuée quand elle fait intervenir 2 cellules reproductrices mâles et femelles. La cellule reproductrice mâle vient du pollen et femelle vient des ovules. Il faut donc 2 partenaires de sexe différents pour pouvoir effectuer la reproduction sexuée. En effet, là ici sur ma plante, j'ai mes deux sexes différents, mais il faut bien 2 partenaires différents, 2 fleurs différentes pour avoir ma reproduction sexuée. Alors, je vous demandais dans votre petit paragraphe de m'expliquer bien l'origine, donc d'où il vient et le rôle du pollen, le principe de la pollinisation, l'origine du fruit et des graines. Donc, en pied de correction, moi ce que je vous proposais, c'était ce petit texte-là. Donc, le pollen, il est produit par les étamines de la fleur, il contient les cellules reproductrices mâles. Le vent ou les insectes, comme les abeilles, transportent le pollen d'une fleur à une autre. Lorsque le pollen arrive sur le pistil d'une fleur de la même espèce, alors les cellules reproductrices mâles du pollen vont féconder les ovules. Donc les ovules, ce sont des cellules reproductrices femelles qui sont présentes dans l'ovaire du pistil. La fleur va lentement se transformer en fruit, c'est la reproduction sexuée de la fleur. Les ovules de la fleur, eux, se transforment en graines et l'ovaire en fruit. Donc voilà. Ensuite, je vous laisse corriger votre activité au stylo vert et recopier le bilan dans votre cahier à la suite en rouge. Les plantes sont issues de la germination d'une graine, donc c'est le fait de germer. La plante se développe ensuite au cours de sa vie, de son cycle de vie, donc elle a des nouveaux organes. Elle acquiert de nouveaux organes et une nouvelle morphologie, donc elle change de forme un petit peu, les fleurs c'est nouveau. L'acquisition des fonctions de reproduction, donc organes reproducteurs de la fleur, produisant des cellules reproductrices, donc ça c'est nouveau également. Tout ça, ça permet à la plante de se reproduire sexuellement et de produire des graines. La pollinisation permet la fécondation des ovules, donc ça les transforme un petit peu. C'est à l'origine de la transformation de la fleur en fruit.